Mesdames, Messieurs, bonjour. On est 14h28, donc on est légèrement en avance. Donc je laisse encore rassembler la jauge de la salle et on s'attaque à cette conférence. Donc merci d'être avec nous. Vous savez que les Shipping Days, qui sont évidemment une réussite pour cette deuxième année, a quand même un intitulé qui était plutôt les conventionnels et break bulk, et on va parler de roulier. Quand on s'est vu avec les organisateurs, je me suis dit il y a quand même un marché qui est peu traité dans les conférences françaises, parce que où c'est les grandes conventions genre assises, ou alors c'est des choses assez spécialisées, un peu dans le conteneur ou dans le vrac, et il manque quand même quelque chose. D'autant plus que nos ports de la Manche, les ports de Méditerranée, évidemment Nantes, Saint-Nazaire, ont des trafics rouliers relativement importants, les véhicules neufs, les remorques, et c'est une occasion d'en parler, d'autant plus que vous avez vu, les lignes se multiplient, il y a des ports automobiles qui ont de la croissance, on a des autoroutes ferroviaires aussi en lien avec le roulier qui se mettent en place, et donc c'était l'occasion de faire un tour d'horizon. Alors on a de la chance aujourd'hui, vous avez vu, on a une grande table ronde, mais comme je l'ai dit aux participants, il n'y a pas de conférence derrière nous, donc on n'est pas pressé, on a notre temps, même si je ne vais pas vous retenir tout l'après-midi. Mais en tout cas, ça permet par rapport à d'autres manifestations de parler avec longueur et précision. On a constitué une table ronde assez originale, puisqu'on a à la fois 3 autorités portuaires, dont une étrangère, donc avec le port d'Anvers. On a un acteur maritime qui est la Brittany Ferries, dont on va parler évidemment de ses visions maritimes mais aussi terrestres. On a un acteur de l'intermodalité, avec Groupe Charles-André. Et on a aussi l'organisation fêtière des transitaires et logisticiens français qui vont aussi nous donner les perspectives, parce que quand on connaît un peu le business, on sait que c'est souvent les acteurs de la logistique et du transit qui sont les chargeurs, notamment des remorques et des camions. Donc on va commencer, on va faire un tour, alors qui n'est pas du tout géographique, mais on va commencer par la Méditerranée. Olivier Carvès, vous êtes directeur général du port de Sète, port qui connaît un développement roulier relativement important depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée de certaines lignes de fret, notamment transméditerranéennes, et puis aussi une position certaine dans l'automobile, aussi, qui s'est pas mal développée ces dernières années, avec évidemment ces marchés. Ma première question, justement, c'est cette présentation un peu de ce business roulier, toujours divisé, voitures neuves d'un côté, remorques, qui sont deux marchés du roulier, qui évidemment sont parfois complémentaires dans certains ports ou des fois distincts. Donc un peu la présentation générale pour commencer, vue du port de Sète. Voilà, donc quelques éléments de présentation de Port de Sète Sud-de-France. Donc un établissement récent qui a été créé en 2008, qui était effectivement le fruit de la décentralisation des ports. C'était un port d'État qui était géré par les chambres de commerce. Et à l'époque, Georges Frêche avait décidé de créer un établissement, un EPIC, pour gérer tout d'abord le port de commerce et le port de pêche, et a intégré en 2011 également l'activité plaisance. Donc trois ports en gestion, donc on est une véritable PME, 95 salariés pour gérer ces 3 ports. Toujours, comme nos collègues, de regarder l'impact direct de nos activités, près de 2000 emplois directs, on cumule le chiffre d'affaires de toutes les entreprises, on arrive à peu près à 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires généré en direct. On a eu une belle croissance ces dernières années. On a eu près de 90% de croissance sur les 10 dernières années. Et puis ce niveau d'investissement dont on parle est pour un port décentralisé qui est important, puisqu'on a eu près de 570 millions d'euros d'investis depuis 2008. Mais là également, ce n'est pas seulement la force publique, ça a été une répartition publique-privée, puisque le privé a investi près de 50% de cet investissement. On arrive à peu près à 290 millions d'euros qui ont été investis par le privé, et qui a suivi effectivement la première démarche qui a été faite par le public. Alors concernant le port de commerce, quelques éléments. Donc
On est le deuxième port décentralisé, alors derrière Calais, on est très loin derrière Calais, nos collègues avec Benoît Rocher, puisque Calais dépasse les 40 millions de tonnes. On a atteint en 2023 un nouveau record, on est à 5,6 millions de tonnes. On était lorsque le port a été repris par la région, on était à peu près à 3 millions de tonnes, donc on progresse par rapport à cette activité. Et puis il ne faut pas oublier que le port de Sète, par sa polyvalence, c'est également tout ce qui est passager. On fait près de 250 000 passagers. Alors à la fois tout ce qui est ferry, on verra un peu dans le détail tout à l'heure, notamment le Maroc, qui est un petit peu l'historique. On fait près de 220 000 passagers par an sur le ferry. Et puis la croisière qui rejoint, on rajoute 30 000 passagers à peu près sur la croisière. Les escales, on fait 1130 escales maritimes, c'est le chiffre exact de 2023. Là-dessus, on fait 50% de rouliers. Donc c'était effectivement, Paul, ta question tout à l'heure sur la part du roulier dans l'activité du port de Sète. Donc on est à peu près à 50% de ces escales. Et puis on note également tout ce qui est escale ferroviaire et puis fluviale, puisque on est un port intermodal et c'est aussi l'objet de cette intervention. Donc ça représente près de 25 000 camions qu'on évite aujourd'hui sur la route en proposant effectivement des solutions intermodales. Pour résumer toujours le port de commerce, parler de cette polyvalence qui est également vraiment une spécificité du port de Sète. Donc on va zoomer sur le ro-ro automobile, on va zoomer sur la remorque qui est l'objet de cette intervention. Peut-être un mot sur le ferry. C'est vrai qu'on fait Tanger-Nador avec GNV, Grandi Navi Veloci du groupe MSC. On a fait avec Balearia qui s'est rajouté suite au Covid. Et puis on a la chance d'avoir eu Corsica Linea qui a commencé à faire l'Algérie. Comme on disait, normalement l'Algérie c'est Marseille et puis Sète c'est le Maroc. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où Marseille a commencé un petit peu le Maroc, on s'est dit qu'il y avait peut-être une place pour nous pour faire l'Algérie. Et puis on a Corsica Ferry qui vient nous rejoindre sur cette saison pour faire les Baléares. Et puis également la Corse pour tester la saison. Donc on est très contents. Après, on retrouve des choses comme à La Rochelle les colis lourds. Alors, on est plutôt sur l'éolien terrestre qui est réalisé sur le port de Sète. Les vracs solides, des choses traditionnelles comme le tourteau, les graines, le clinker dernièrement avec un développement. Et le vrac liquide, les produits pétroliers, mais surtout également de plus en plus tout ce qui est biocarburant avec le groupe Avril qui transforme de la graine et qui aujourd'hui exporte à partir de cette catégorie de produits. Et puis des stratégies de niche comme le terminal frigorifique qu'on a reçu grâce au groupe Primevert, un groupe français qui s'est implanté il y a peu de temps à Sète. Donc on a fait du litchi qui est venu de Madagascar et puis on espère bien avoir une ligne régulière sur la banane. Peut-être que l'année prochaine, si on revient, on pourra vous dire un petit peu des nouveautés par rapport à ça. Et puis également stratégie de niche mais historique, c'est l'export de bétail. Soutien aux agriculteurs aujourd'hui, on est en pleine crise, on exporte en général près de 100 000 têtes à partir de Sète et notamment sur l'Algérie. Et puis il faut savoir que le bétail est aujourd'hui touché par la fièvre hémorragique sur tout le territoire français et qu'on est vraiment en arrêt depuis 6 mois. Donc ça vous donne effectivement un peu le panorama de la polyvalence du port de Sète. Alors sur le trafic automobile. Oui, parce que sur le trafic automobile, il y a beaucoup de ports. Je viens de faire une étude et j'ai refait une carte, donc c'est vrai qu'il doit y avoir une quarantaine de ports en Europe qui en font, même en France, beaucoup de ports en font. Comment on taille sa place dans ce marché automobile entre grands logisticiens, constructeurs, lignes océaniques, lignes Chorcy? L'histoire de Sète sur le... Alors, on est petit, il faut le dire, sur l'automobile, mais on est petit, ça n'empêche pas d'avoir des ambitions. Et on est évidemment, je dis petit, parce que on va regarder nos trafics que l'on fait, et puis nos collègues, et lorsqu'on est allé visiter Zeebrugge avec près de 2 millions de véhicules, et ça a dû évoluer évidemment depuis, on reste petit. Par contre, c'est un trafic évidemment important pour nous. Et donc c'est un trafic aussi récent. C'est vrai qu'on parlait de ce côté de port qui avait été créé, même si le port en lui-même est historiquement, il est ancien, il a près de 360 ans, mais sa création et sa forme de gestion aujourd'hui sous forme d'EPIC est vraiment récente. Et donc ça a été en 2007 qu'on a commencé l'automobile, l'historique un petit peu. J'ai cherché parce que je n'étais pas là à cette époque-là. Donc c'est avec Toyota qu'on a commencé les premiers trafics. C'était Syntax, un opérateur espagnol qui avait décidé effectivement de tenter l'aventure au port de Sète, et on a attaqué à peu près 30 000 véhicules par an. Et puis 2013, on a eu une évolution. C'était peut-être notre premier contact avec la Turquie, c'est qu'on a obtenu des marchés avec Ford. En 2019, il y a eu une évolution avec la reprise de Syntax par la CAT.
Et puis 2023, les derniers chiffres que l'on a, hein, c'est qu'on fait à peu près 90 000 véhicules sur le port, 125 escales par an. Et puis vous voyez les différentes marques, hein, Dacia, Ford, Renault, Peugeot. Et puis il faut de l'espace, hein, c'est aussi évidemment la problématique pour gérer de l'automobile. Et on en parlera également tout à l'heure. C'est qu'il faut de l'espace pour gérer. Hein. On gère à peu près 26 hectares, hein, pour l'automobile. On a sur le port une totalité de 180 hectares on ne va pas dire disponibles, mais en tout cas de mise à disposition pour le développement de nos trafics. Donc l'automobile représente une part importante aujourd'hui. Et 2024, c'est une évolution pour nous importante, puisqu'on a réussi à libérer, à construire 11 hectares supplémentaires. On a lancé un appel à projet pour lequel différents opérateurs, et là on voit qu'enfin le marché est porteur. On a connu tous des difficultés sur 2020, 2021, 2022, hein, sur l'automobile. Et puis là, on est très heureux, en tout cas, de recevoir le groupe Charles-André, hein, qui vient nous rejoindre dans cette aventure. Les travaux sont en cours, devraient commencer les premiers navires à partir du mois de mai. Et donc Charles-André va travailler aux côtés de CAT, ça fait du bien aussi la concurrence, et donc va faire venir à peu près 50 000 véhicules complémentaires. On a une planification sur 3 ans sur le port. Donc c'est un élément important. Aussi 2024, c'est la reprise du ferroviaire, parce que c'est vrai que l'automobile avait quitté le ferroviaire pendant un certain nombre d'années. Là, c'est le groupe 4 qui va reprendre. On va faire une connexion par semaine déjà sur Paris, donc avec à peu près, je crois que c'est 250 véhicules, hein, qu'on charge par train complet sur le ferroviaire. Donc vraiment pour nous c'est une bonne chose, parce que tu sais que le ferroviaire est un élément de développement important pour nous et de développement de nos trafics. Et puis l'évolution qu'on attend encore dans les prochaines années, ça va être à peu près 2026, hein, c'est qu'on va on va commencer les ombrières photovoltaïques pour de l'autoconsommation, et notamment aussi alimenter les batteries des véhicules électriques qui vont être de plus en plus importants. On avait déjà une phase sur le port de Sète où on avait 46 000 m² de couverture photovoltaïque sur le port, mais qui à l'époque on avait décidé de les redistribuer dans le réseau national. Et puis on va proposer notamment à Neptune, hein, le branchement à quai des navires, décarbonation de nos activités portuaires. On a réussi à livrer fin 2023 nos premiers branchements à quai. Maintenant, il faut persuader les navires de se brancher à quai. On a l'installation, il doit faire quelques aménagements, donc on va le voir sur DFDS, sur Neptune et sur les ferries. Mais on espère bien avec Neptune de pouvoir les convaincre effectivement d'arrêter leur groupe moteur lorsqu'ils font leurs escales. Comme on le voit, hein, 125 escales par an, hein, ce qui est pas négligeable. Et puis la réflexion un peu plus long terme, c'est 2028, c'est la gestion des espaces, hein, c'est comment on va gérer pour continuer à se développer. Et certains avaient eu l'expérience de stocker en hauteur. J'avais vu d'ailleurs à Zeebrugge certains stockages hauteur, mais pour des marques un petit peu prestigieuses. Et là, on est en train de chiffrer un investissement de 10 millions d'euros à cet horizon pour commencer à rationaliser nos espaces. Ma seule question, c'est l'écart carrière, un maximum. Vous avez une limite. La flotte est en train de grossir, mais aussi de s'élargir. Des 6 000, il y en aura de moins en moins. On commence à parler 8, 9, 10. Vous êtes sur quel format? Bon, les Neptunes, ils ne sont pas bien gros, mais... Alors, nous, on est resté après. C'est vrai qu'il y avait dans l'appel à projet, hein, 2 options. Hein. Soit on continuait sur le short sea, soit on allait sur le deep sea. Je ne vais pas rentrer dans les offres, les propositions qu'on a eues. On a eu des propositions extrêmement intéressantes, mais vraiment plutôt sur du deep sea. Et on a voulu rester sur des navires de taille intermédiaire, et notamment moins de 200 mètres, permettant, c'est tout simple, hein, c'est de pouvoir recevoir 2 navires en simultané sur un des quais qui est dédié sur cette activité. Parce qu'on souhaite toujours garder cette polyvalence au port de Sète, hein, et notamment... voilà, et d'avoir des ambitions raisonnables. On est un port qui se développe, mais il faut rester à la dimension de la ville de Sète, de la ville de Frontignan qui nous entoure. Et donc on est resté vraiment sur cette stratégie de navires de taille intermédiaire. De toute façon, entre Brûle-Tabac et vous, il y a la capacité sur la Méditerranée de faire entrer les voitures. Comment ? Avec Brûle-Tabac sur Fos, oui. Vous, on a une capacité sur les 2 ports de couvrir le marché par la Méditerranée. Alors après, il y a je sais bien que c'est de la concurrence, mais il y a 2 ports. Oui, mais on est vraiment aujourd'hui sur une recherche d'espace. Hein. Si on pouvait avoir 10 hectares complémentaires, on pourrait réellement les fournir. Hein. Donc
Il y a vraiment un problème d'offre aujourd'hui. On a eu le contraire, hein, puisque je ne vous cache pas que les 11 hectares qu'on avait créés, on avait signé, c'est rien de confidentiel, avec la CAT, hein, qui avait un contrat de 20 ans, qui avait abandonné le projet, et donc on était très inquiets. Et puis sur 2 ans, là, le marché a quand même fortement évolué, et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, en créant de l'espace, on peut effectivement trouver des offres. En tout cas, on a de la demande par rapport effectivement à cette offre, hein. Du coup, ce marché remorque. Alors voilà, celui qui nous tient à cœur évidemment sur l'évolution de ces dernières années, c'est l'expérience et une petite histoire également, mais qui est courte, hein, l'histoire qui remonte à 2015. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un lien avec l'automobile. Hein. Je pense que c'est lorsqu'on a commencé à avoir le marché Ford construction en Turquie que 7 petits ports, en tout cas ports de moyenne dimension, moi je dis toujours port décentralisé, s'est fait connaître, hein. On allait effectivement à Istanbul prospecter, et puis on s'est dit mais tiens, 7 c'est où et qu'est-ce qui se passe? Vous avez obtenu Ford, et je pense que ça a été le premier élément qui nous a amené à intéresser un opérateur comme École, hein, qui était un logisticien, qui avait tout simplement des remorques et qui distribuait sur toute l'Europe, et qui a décidé à un moment donné d'intégrer le transport maritime. Donc il avait affrété un navire, c'était un peu improbable, c'était l'Eiché, qui avait une vitesse de traversée à 26 nœuds, qui prenait 100 remorques. Le coût du pétrole à l'époque n'était pas si important qu'aujourd'hui. Et donc on a commencé avec une escale par semaine, on est monté après une deuxième escale, on est monté à 30 000 remorques à peu près par an. Mais ce sont les premiers qui ont fait le ferroviaire, hein. Et merci à l'opérateur Via qui a eu confiance dans cette démarche, qui nous a fait les premiers trains sur Paris. Et puis on avait fait Zeebrugge à un moment donné également. Après ça a été Bettembourg sur le Luxembourg. Et donc voilà, 30 000 remorques par an. On a eu la deuxième évolution après, ça a été 2019, où DFDS, qui avait racheté UN Ro-Ro à Toulon, s'est décidé à prendre le transport maritime d'École et de tout concentrer sur un port. Donc on a eu la chance, effectivement, je pense qu'on a bien vendu notre port avec ses capacités nautiques, Rampro-Ro, espace, ferroviaire. Et donc DFDS 2019 a tout de suite attaqué avec 3 escales par semaine, 60 000 remorques par an. On continuait le ferroviaire. On avait effectivement également tout ce qui est système dématérialisation des procédures douanières. On avait AP+, hein, qui était déjà en place, qu'on a transformé avec CI5, ces éléments évidemment fondamentaux. Et puis le constat en 2023, c'est 6 escales par semaine. On fait 120 000 remorques par an. Et puis on a les trains sur Calais, sur Bettembourg, sur Poznan en Pologne. Et on est très heureux, hein, c'était Castex, le Premier ministre, qui avait annoncé les différentes autoroutes maritimes pendant la crise de Covid, sur lequel on avait le Bayonne-Cherbourg, le Perpignan-Rungis, et puis il y avait le 7 Calais. Donc on est évidemment très fiers d'arriver dans cette démarche. Ce qu'on voit en 2024 maintenant, les aménagements, c'est qu'on doit encore élargir une rampe Ro-Ro. Les travaux sont en cours parce que les navires DFDS, ils ont aussi une catégorie avec des rampes Ro-Ro très larges. Donc on investit 1 million d'euros là pour pouvoir recevoir 2 navires en simultané de DFDS. On attend beaucoup notre opérateur Via. Je sais qu'ils attendent le feu vert de l'Europe par rapport aux aides d'État qui sont à peu près de 4 millions d'euros pour le chargement horizontal Modalor. Donc c'est un élément très très important. Donc début des travaux en espérant en mai et livraison en fin d'année. Et puis eux également, hein, on attend des FDS un branchement à quai de leur navire, cette fois-ci deuxième semestre 2024. Et puis 2026, on en avait parlé également, Paul, c'était l'accueil des chauffeurs. C'est un élément important. On a près de 150 chauffeurs qui sont sur le port en permanence. On avait décidé de les accueillir, de créer un village chauffeur, les sanitaires, les machines à laver, la cuisine. On a un animateur qui gère des fois des problèmes de sécurité, des problèmes de santé, et il faut savoir accueillir effectivement les chauffeurs. Et on imagine créer une nouvelle plateforme d'accueil des chauffeurs qui va être à l'entrée du port, parce que le port, cette activité se développe et il faut avoir plus d'infrastructures pour eux. Et je pense que maintenant, 2028, hein, l'échéance qu'on attend avec la région Occitanie, hein, qui est propriétaire de nos ports et qui notamment investit dans les quais, bah, c'est un nouveau quai. Parce qu'on est en saturation aujourd'hui du dernier quai qui avait été livré en 2016, hein, c'est récent, pour atteindre les 8 escales effectivement par semaine, à peu près 160 000 remorques, et puis d'atteindre les 50 000 remorques sur le ferroviaire. On en fait à peu près là aujourd'hui 15 000 hein, sur ce trafic.
Donc c'est vraiment une évolution importante et notamment par le chargement horizontal qui va tout changer. Est-ce que vous avez récupéré le trafic de Tarragone? Parce que j'ai vu dans les statistiques turques Oui. qu'il avait disparu. Donc Oui. je suppose que vous avez récupéré les escales. Oui, ça passe effectivement, c'était le Izmir-Tarragone qui, pour un chargeur qui avait imposé de détourner une des escales. Et donc finalement, ça ne marchait pas aussi bien qu'à 7, donc on est très content, on l'a récupéré. Il y a eu quand même un ralentissement au début d'année, il ne faut pas se cacher que sur la Turquie, les bateaux n'étaient pas totalement remplis. Et là, on sent que ça repart, donc c'est une bonne augure. On est toujours très prudent, c'est un challenge quotidien. Il faut savoir que les prestations après, c'est que au niveau docker, on oublie de le dire, c'est une opération 24 heures sur 24, quelle que soit l'arrivée du navire qui normalement doit arriver avant 21 heures. Mais s'il arrive après, en tout cas, on a un service qui est là pour effectivement décharger, charger les navires. Peut-être un petit rappel pour l'assistante, parce que sur le marché turc, il n'y a pas que de l'import, il y a de l'export. Et dès que la livre turque est un peu faible, en général, il y a moins d'import. Tout à fait. Ce qui affecte les lignes. Il n'y a pas que du Zara ou de l'importation allemande. Et juste une chose aussi, on est à 160 000, sur Trieste c'est 320, donc on est quasiment maintenant à la moitié du marché italien, oui. Alors qu'on n'a pas l'Interland de Trieste derrière. Preuve que la ligne fonctionne plutôt... Oui, on est vraiment sur un transit, une solution logistique, et notamment aujourd'hui de servir la Grande-Bretagne via Calais sans toucher la route, est une solution assez extraordinaire. Donc je pense que le marché britannique aujourd'hui est extrêmement important. C'est vrai que le ferroviaire... On a pris du retard un peu, mais c'est parce que cet investissement, là, on est dans évidemment, dès qu'il y a des aides d'État sur des investissements, sur des entreprises françaises et des règles de la concurrence, lorsqu'on a lancé l'appel à projet pour choisir l'opérateur ferroviaire, on avait 2 opérateurs, Cargo Beamer, on a entendu parler tout à l'heure, et puis on avait Via. Et tout naturellement, il y a un suivi très étroit par rapport effectivement à des aides qui pourraient être données par l'État pour financer une partie effectivement de cet investissement. Mais l'élément extrêmement important du chargement horizontal, c'est que il y a une raison de productivité, mais il y a surtout tout d'un coup un champ d'action, un périmètre, puisqu'on prend uniquement les remorques préhensibles qui sont à peu près 10% de la flotte aujourd'hui, on les prend en rich taker, et demain on va pouvoir attaquer 100% de la flotte, donc c'est un élément évidemment important. Ma dernière question très rapide, on a vu Fos Distriport qui a profité de la conteneurisation, de la logistique de bord de quai pour la conteneurisation. Est-ce que sur le territoire de Sète-Frontignan, il y a aussi des perspectives pour de la logistique d'entrepôt, de valorisation très court pour rester dans le format? Alors, on a quelques entrepôts qui sont à l'intérieur du port et puis on a 6 hectares à l'extérieur, juste à l'entrée. Malheureusement, on est en cours de mise en conformité PLU et on sait ô combien ce genre de choses prend du temps. Donc on espère d'ici 1 an de mettre à disposition ces 6 hectares. C'est là qu'on va faire la nouvelle plateforme d'accueil des chauffeurs routiers et de sortir tous les transitaires qui préparent effectivement les formalités donc à l'extérieur du port. Et on a à peu près 4 hectares pour des entrepôts logistiques, pour lesquels un appel à projet devrait être lancé à peu près dans les 6 mois. D'accord, merci. On va filer vers l'Atlantique et remonter un peu vers le nord de La Rochelle. Jean-Luc Bernard, vous êtes responsable business unit du roulier. Alors on devait avoir Jean-Christophe Herry de Somaloir, mais les conditions sociales à Montoire sont moins favorables à la venue du directeur de Somaloir. Donc on va s'appuyer sur le Grand Port Maritime. Ma première question, c'est un peu ce terminal de Montoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? On sait qu'il y a la ligne historique de Jeffco, la rentrée portuaire du port. On l'a salué les 30 ans l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à Montoire dans sa diversité du roulier pour faire une présentation pareille générale avant d'attaquer les questions? Donc, le terminal roulier de Montoire, c'est 60 hectares. 60 hectares, donc avec des activités polyvalentes. Enfin, le terminal est polyvalent. Un premier secteur d'activité donc lié à l'industrie automobile, les remorques, tout ce qui est colis roulant ou statique sur MAFI. Un deuxième secteur d'activité donc lié à l'aéronautique avec le développement d'Airbus. Et un troisième secteur d'activité qu'on appelle le pôle industriel, notamment avec l'implantation de l'usine General Electric. On a un manutentionnaire qui s'appelle Somaloir et on a 2 logisticiens qui travaillent justement sur tout ce qui est colis lourd, TGO et IDA. En termes de ligne maritime, donc on a fêté l'année dernière, je te reprends Paul, les 50 ans. Oui, 50 ans, j'ai dit. 20 ans de plus. C'est pour me rajeunir en même temps. Donc historiquement, le terminal roulier est né, je dirais, d'une idée
pour relier 2 usines du groupe Citroën à l'époque, donc l'usine de Rennes et l'usine de Vigo. On voulait développer Vigo, mais traverser les Pyrénées et la Cantabrie avec des droits, enfin les passages douanes n'étaient pas évidents. Donc le premier bateau a été mis en place en 2013, c'est-à-dire un bateau affrété par Brittany Ferries. Donc cette ligne historique perdure et depuis le début des années 2010 a été ajoutée à cette ligne, opérée par l'armateur espagnol Suardiaz, une escale supplémentaire sur Tanger pour répondre aux besoins donc, des usines Renault et Stellantis, à l'époque PSA, qui ont été implantées en 2010 et 2013. Donc on remonte de façon hebdomadaire donc, des volumes sur Montoire pour distribution Grand Ouest et région parisienne. Donc ça, c'est vraiment la colonne vertébrale de la partie roulier VL. Dernièrement, enfin en 2023, et on va essayer de pérenniser ça sur les années à venir, on a eu 3 beaux succès, 3 nouvelles lignes, 3 nouvelles liaisons régulières, donc 2 sur le roulier. La première, sans doute, un peu au détriment de 7, de façon marginale. L'usine Stellantis, historiquement, acheminait ses véhicules pour le marché turc via le 7 et via les ports du Sud. Importante crise en termes de capacité chauffeur. Donc on leur a proposé de faire des norias entre l'usine de Rennes et Montoire, de 120 km. Un armateur a joué le jeu, on a fait quelques essais spots et là c'est devenu maintenant, on a 2 escales à peu près par mois. Donc, et dans l'autre sens, donc on a à l'export Stellantis. Et comme on est un peu excentré, je dirais, des grands flux nord-sud, Renault, au départ de Turquie, charge pour Montoire, justement, pour alimenter les concessionnaires du Grand Ouest. Donc ça, c'est sur le sud. Sur le nord, on aime bien travailler en équipe sur Nantes-Saint-Nazaire. C'est le travail à la nantaise, le jeu à la nantaise. Et avec GCA, Somaloir et le port, donc on a eu des contacts avec Volkswagen, donc on a eu quelques essais en début d'année 2023 et depuis on a mis en place des rotations régulières donc entre Emden et Montoire. Donc on voit bien que si on prend ces 2 exemples 2023, un des facteurs c'est le manque de chauffeurs. Si on prend une étude je crois que ça s'appelle l'International Road Union, la fêtière de tous les syndicats professionnels routiers, la pyramide des âges des chauffeurs fait que avant 2030, je crois 25% des chauffeurs en Europe vont prendre leur retraite et le taux de remplacement actuellement est de moins de 10%. Donc, si on peut remplacer la route par du short sea, on a des opportunités. Économiquement, c'est intéressant. Sur le plan environnemental aussi. Si je prends l'exemple Volkswagen, une des raisons parmi d'autres, c'est que donc la distance entre Emden, Wolfsburg et Montoire, on a à peu près 1000 km. Et depuis la fin de l'année dernière, l'État allemand a mis en place une taxe carbone, donc qui est la déclinaison allemande de l'Eurovignette, qu'on devra aussi un jour ou l'autre appliquer en France. Donc cette taxe carbone, elle est à 200 € la tonne. Je crois que mécaniquement, une étude de l'ECG indiquait que le transport routier en Allemagne a augmenté de 7%. Donc bien évidemment, ça rend plus compétitives des solutions short sea. Donc ça, c'est sur les deux nouvelles liaisons régulières roulier 2023 et en plus de ces 2 lignes, pour alimenter l'usine General Electric qui est sur le terminal roulier, qui est au milieu du terminal roulier. General Electric a décidé de mettre en place une ligne régulière avec l'armateur Barry Shipping. Donc c'est une ligne qui escale à Montoire tous les 6 semaines en provenance de Shanghai, Chennai en Inde, Jeddah, Montoire et ensuite connexion sur Anvers et Bremerhaven.
Donc ça permet d'avoir un fond de cale assez important et régulier, et avec l'agent de Barry, donc, qui s'appelle Procéan, qui fait partie du groupe Pro-Maritime. Notre objectif, c'est de promouvoir, de développer ces capacités pour du matériel un peu XXL au profit du tissu industriel du Grand Ouest, importateur ou exportateur. Donc ça, c'est sur la partie roulier et industrie. Le deuxième secteur d'activité très important sur Montoire, c'est bien évidemment l'aéronautique. Donc l'aéronautique, Montoire est le hub logistique de Airbus, donc avec une ligne Méditerranée 2 fois par mois, donc qui dessert les usines de Naples, Tunis et ensuite Montoire. Et depuis 2016-2017, on a depuis Montoire une ligne régulière 2 fois par mois vers Mobile en Alabama pour alimenter l'usine américaine. Donc c'est sûrement contre-intuitif pour des Européens, mais le marché de l'aéronautique explose. J'ai fait une présentation il y a 6 mois avec des chiffres Airbus qui avait 7500 commandes fermes validées par les banques. J'ai regardé les chiffres la semaine dernière, on est à 8500 commandes. Donc, il y a des problèmes d'Airbus, mais on voit qu'il y a un renouvellement des flottes. Et Airbus a besoin de monter, je dirais, en capacité. Et un des objectifs d'Airbus aussi, c'est de décarboner sa chaîne logistique. Donc, raison pour laquelle ils ont lancé un appel d'offres l'année dernière qui a été gagné par LDC Plane, qui est le transporteur actuel. Que nous aurons demain avec nous. Donc LDC Plane a remporté l'appel d'offres avec un cahier des charges où il fallait donc réduire l'empreinte carbone du transport. Ils ont opté pour des navires donc rouliers rampe axiale avec des rotors Flettner et carburation au e-méthanol. Donc c'est des navires qui vont sortir. Donc on aura 3 navires qui seront opérationnels d'ici. Les 3 navires seront opérationnels avant fin 2026. Une question, c'est un des rares ports d'Europe qu'on peut survoler avec un pont, notamment à Montoire. Il y a beaucoup de voitures. Il y a encore de la place pour du business ou il va falloir pousser, il va falloir faire du métallique, du vertical. Quelles sont un peu les perspectives du port par rapport notamment au stockage des voitures? Alors, attention, les voitures, difficile d'avoir une perspective sur le renouvellement, l'électrique. Est-ce qu'on y va vraiment? Il faut faire attention de ne pas surinvestir, mais question de place à Montoire. Alors, avant de répondre à ta question, pour finir sur la nouvelle génération de navires hybrides, donc, on a parlé d'Airbus et nous avons notre partenaire Neoline donc, qui est sur notre stand Opportunity. Que nous aurons demain. Voilà. Dont le premier navire, donc le Neoline Origin, sera opérationnel à partir de juin 2025, donc sur une ligne Montoire, Saint-Pierre-et-Miquelon, Halifax, Baltimore. Je fais confiance aux Américains pour dégager le pont. D'ici un an, ça devrait aller. Ils ont construit un port en eau profonde à Romanche en 3 semaines, en 44, donc ça devrait le faire. Donc sur la place. Voilà, donc effectivement, comme tous les ports, on a un problème d'espace. On a fait une étude sur la mise en place d'un parking silo. Le ratio entre la mise en place d'un parking, enfin le coût à la place entre un parking silo et un terre-plein classique, le coût est de 1 à 5. Pour l'instant, nous, à notre niveau, le marché n'est pas encore prêt à absorber ce surcoût. Donc ce qu'on a décidé de faire conjointement, donc avec les constructeurs et les logisticiens, c'est d'optimiser les surfaces pour éviter de ça veut dire du turnover, de la... Voilà, donc on arrive à gérer, on s'est mis d'accord sur l'intérêt de tout le monde, c'est que les parcs actuels doivent avoir un temps de passage des véhicules beaucoup plus important. Donc pour ce faire, il faut déjà qu'on soit d'accord sur l'objectif.
Les logisticiens et les constructeurs ont bien compris que c'était aussi leur intérêt. Si vous avez des voitures stock qui restent, le bateau d'après, il ne peut pas décharger tout ce qui est prévu. Par contre, pour arriver à ça, il faut aussi que les constructeurs comprennent que c'est aussi leur intérêt d'avoir des parcs de débord, des ports secs dans l'Hinterland, donc Nantes, Rennes et ailleurs dans l'Hinterland, et qu'ils acceptent de payer ce surcoût. De ce que je comprends, effectivement, c'est en train d'infuser, et c'est entre ce surcoût-là et le fait finalement d'avoir des problèmes parfois de surestérisme de bateaux qui sont obligés d'attendre pour décharger, c'est des choses qui sont arrivées à maturité. Et pour finir, on va pas parler du montoir Héron parce qu'il n'existe plus depuis bientôt 10 ans, mais on va pas parler non plus des remorques de Vigo parce qu'elles sont un peu structurelles. On sait que c'est les remorques quand même de Stellantis, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer quand même en termes d'avenir sur des autoroutes maritimes, alors Espagne, Maroc, et la complémentarité ferroviaire, encore une fois, il n'y a ni l'un ni l'autre chez nous, hein, enfin chez nous entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le moyen terme, en tout cas en termes de remorques? Alors, lorsqu'on regarde la structure de nos lignes rouliers, on est vraiment, nous, un port d'axe nord-sud avec l'Espagne, le nord de l'Espagne, et avec le Maroc. Donc, l'industrie automobile est vraiment le fond de cale de ces lignes-là. On commence à avoir de la demande pour du report modal du maritime. Montoir-Iron, c'était du Ropax, que ce soit en passager ou en fret, en remorque. Commercialement, c'était un succès. Les taux de remplissage étaient très bons. Le problème, c'est que le jour où l'Union européenne a enlevé les subventions, le modèle s'est écroulé. Donc donc c'est des équilibres fragiles. Contrairement à la mise en place d'escales rouliers avec un client automobile qui fait entre 600 et 1000 voitures, vous assurez le fond de cale et la pérennité de la ligne. Relancer des autoroutes de la mer vers l'Espagne ou un axe Tanger-Montoir plus ouvert au General Cargo. Le marché est totalement atomisé. Même les plus gros chargeurs en dehors de l'industrie automobile ou les logisticiens vont avoir une capacité de 5, 10 ou 15% de chargement. Donc après, c'est quel modèle on veut. Sur cette partie-là, donc sur le report modal vers le maritime, l'Italie depuis 2017, l'Espagne depuis l'année dernière, je crois, ont mis en place des incentives, donc l'éco-bonus en Italie, l'éco-incentivo en Espagne, pour favoriser le report modal, avec des mécanismes différents entre les deux pays. À ma connaissance, ce mécanisme n'existe pas en France. On n'a peut-être pas la même vision de la géographie que les Italiens et les Espagnols. Sur le ferroviaire, il y a la prime à la pince. On a la mise en place donc, des C2E, je dirais, pour une partie report modal ferroviaire. Mais là, on est déjà sur le segment français. La partie maritime, il faut peut-être des incentives qui se mettent en complément du ferroviaire. Alors, donc ça, c'est plutôt du moyen terme. On a aussi, de façon très concrète, grâce justement à ce mécanisme de C2E, Somaloir a mis en place depuis début janvier un trafic de granit qui part de la région du Léon en Espagne, qui prend l'autoroute de la mer en remorque jusqu'à Vigo, transbordement, et là on fait du ferroviaire de Montoir jusqu'à la région lyonnaise. Donc l'objectif c'est de pérenniser cette expérience. En termes de CO2, on divise par 8 l'empreinte carbone. Lorsqu'on prend en compte les externalités négatives, on a un éco-calculateur au port qui nous permet de modéliser ce qu'on supporte tous en commun. Les externalités négatives d'un transport routier depuis la région de Lyon sur Lyon, c'est environ 800 €.
sur l'architecture qu'on a mis en place, on est à 150 €. Donc il y a un réel intérêt. L'objectif, c'est qu'une fois qu'on a pérennisé ça, c'est du wagon isolé, c'est d'ouvrir d'autres d'autres routes, notamment vers l'est de la France. Donc ça, on est sur, je dirais, du wagon isolé. Notre objectif après, c'est de pouvoir greffer l'ensemble des volumes qui viennent qui pourraient venir en ferroviaire ou partir en ferroviaire du port, donc à la fois conteneurs, rouliers, donc des wagons porte-véhicules, des trafics existants comme le vrac. On a beaucoup de céréales qui arrivent en wagon. On a des coils aussi. De pouvoir fédérer tout ça, d'additionner ça à des potentiels flux nationaux, et donc d'avoir aussi des développements de plateformes multimodales qui viendra en complément de report modal maritime. Merci. Petit rappel sur les autoroutes de la mer, c'est qu'on était en 12, 13, 14 après la crise espagnole et qu'il y avait très peu de trafic nord-sud qu'on avait à l'époque. Donc, ce qui n'aide pas parce qu'il faut toujours une balance correcte dans ces lignes roulières. Et pour l'éco-bonus, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, on ne pouvait pas faire la promotion du passager. Alors, tout le monde dans Loire-Atlantique connaissait la ligne. Donc, c'est pour ça que si on doit refaire, il faut peut-être passer par des éco-bonus. Et les éco-bonus, rappel, c'est une remise qui est directement faite au chargeur et non pas une aide à la ligne régulière, très promue par Grimaldi en Italie et qui peut être aussi un modèle. Puis, dernière petite réflexion, on peut avoir sur le roulier vers le Maroc, on n'est pas au premier registre français, on peut faire au RIF ou ailleurs, on peut avoir des solutions maritimes, on va dire, optimisées. Mais on sait bien que le tout-route, on en reparlera, est compliqué par favoriser l'Espagne et des liaisons courtes. Merci bien, on va se tourner vers le... Je voulais juste rajouter une dernière chose. Concernant la décarbonation, donc toute la zone Saint-Nazaire, Montoire jusqu'à Donge et Cordemais fait partie d'un programme ZIBAC que connaissent aussi d'autres ports en France. Donc c'est un programme de l'ADEME pour faciliter la transition énergétique des industriels et des énergéticiens. Et on a récemment mis à disposition donc, des terrains sur notre emprise portuaire. L'objectif, c'est que d'ici 4 à 5 ans, on puisse avoir donc, un électrolyseur qui produise de l'hydrogène vert et à côté de cet électrolyseur, d'avoir une usine qui puisse produire du e-méthanol. Et notamment, l'objectif, c'est de pouvoir faire du bunkering de e-méthanol sur notamment les rouliers qui seront sûrement les navires. Bien sûr, il faut des navires plus verts aussi. Exactement. Si on veut. Ouais. Merci bien. On va se tourner vers Anvers et Bruges. Alors, quand on accumule une partie des trafics automobiles français, je crois qu'on doit être au niveau de Zeebrugge. Heureusement, on a Calais pour les remorques. Monsieur Le Petit, pouvez nous présenter un petit peu, justement, pour commencer un peu ce panorama. D'abord, peut-être, on va voir ce que vous nous avez mis dans les pages PowerPoint. On avait cette présentation un peu générale et pareil, oui. la fonction remorque et après, ou la fonction automobile, la fonction remorque, comment vous l'aurez mis dans votre... Oui, c'est bon. Excusez-moi. Je vous en prie. Oui, alors je voudrais tout d'abord... remercier Francis Grimaud et son équipe bien proche de la bouche. Francis Grimaud et toute son équipe pour avoir son dynamisme, son acharnement pour rendre ces 2 journées passionnantes, intéressantes, et je pense que c'est le début. On a besoin en France de ces salons. Le Maritime Day n'est plus tellement consacré. On l'a vu dernièrement au SITL, pour ceux qui étaient là. Je trouve que ça a énormément manqué. Et il y a une dynamique ici qui nous laisse penser qu'il y a un bel avenir à développer, non seulement le Ro-Ro et le Short Sea, mais toute l'activité maritime. Donc, encore une fois, merci de nous avoir accueillis. Donc, je vais faire une... Mon nom est Philippe Le Petit, je suis représentant du port d'Anvers-Bruges, je suis basé à Paris. Et je vais décomposer ma présentation en 3 parties, si vous voulez bien, plus quelques questions, j'imagine. La première, c'est de vous faire quelques chiffres, sans vous assommer, de la fusion des 2 ports. Nous sommes la 3e fusion de ports
La première, il y a quelques années, était celle de Gand, Terneuzen et Vlissingen, qui s'appelle Nord Seaport. A suivi Aropa, que vous connaissez tous, et nous sommes les troisièmes à fusionner entre deux ports complémentaires avec beaucoup de synergie. Le port d'Anvers, c'est avant tout un port industriel, comme vous le savez, et le port de Zeebrugge est plutôt un port roulier, un port logistique. La fusion a été opérée il y a un peu plus d'1 an. Donc le cumul des deux activités fait que le port d'Anvers-Bruges est le deuxième port européen. Ça va ? Deuxième port européen, premier port européen à l'export. Et en tonnage, nous sommes juste derrière Rotterdam. La décomposition de nos activités, j'ai ressorti la difficulté que nous avons rencontrée en 2023 comparée à 2022, les effets géopolitiques que l'on connaît, hein, les conflits en Russie-Ukraine, nous avons perdu quand même beaucoup de volume avec les échanges que nous avions, notamment avec la Russie. Le Brexit a influé, a impacté aussi la récession économique, export d'Asie. Enfin, tout ça fait que les chiffres ont quelque peu baissé en 2023, sauf pour l'activité des voitures neuves. Malgré tout, nous avons des moyens, des satisfactions sur l'ensemble de l'activité. Produit les vracs liquides, nous sommes le premier cluster chimique européen. Donc dans ces vracs, nous avons notamment le GNL qui compte énormément à Zeebrugge, qui représente à peu près 15% du marché du gaz de toute l'Europe. Le dry qui fonctionne aussi, les aciers, le papier. Le breakbulk a subi, comme on le voit, un impact. Et je pense que c'est lié aux quelques années avant où le conteneur était complètement fou avec des taux de fret énormes et beaucoup de chargeurs se sont repliés ont transformé le conteneur en breakbulk pour trouver de solutions et réduire un peu les coûts de transport, ce qui explique qu'avec un retour à la normale du trafic de conteneurs, on subit bien entendu une perte de pourcentage sur ce type de produit. Le conteneur, nous sommes à presque 13 millions de VP. Et enfin le RoRo avec 21 millions de tonnes. La satisfaction de la voiture neuve, on va en parler tout à l'heure, avec presque 4 millions de véhicules traités dans l'année. La croisière a repris très bien, avec presque un navire de croisière sur 2, ce qui représente un peu plus d'1 million de passagers. L'intérêt de Zeebrugge, c'est la proximité, bien entendu, de cette ville historique de Bruges, mais pas seulement, Bruxelles et tout l'arrière-pays flamand. En tout, nous sommes à un peu plus de 20 000 escales, 20 000 navires sur l'année. C'est vous qui changez. On continue. Donc je voulais... en fait, les deux thématiques que sont la voiture et le short sea, RoRo, s'appliquent beaucoup plus à Zeebrugge. Donc on va parler, je vous ai fait une carte de Zeebrugge pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un port récent qui date des années 70. C'était dans les années 70 un port de pêche qui est devenu un port roulier que l'on connaît aujourd'hui. Une avancée sur la mer qui est l'avant-port où on a toute l'activité de quick cargo, tout ce qui doit être traité rapidement. On y trouve le deep sea et surtout toute l'activité short sea. Les opérateurs se trouvent sur cet avant-port. Une écluse qui va bientôt voir la construction d'une deuxième. Et en arrière-port, nous avons toute la partie véhicule qui prend beaucoup de place. On en parlera tout à l'heure, M. Carme l'a évoqué. C'est un défi foncier, surtout que... Enfin, j'évoquerai plus précisément les voitures.
Le premier constructeur à avoir fait confiance aussi à Zeebrugge est Toyota, chez nous aussi. Je voulais juste faire... Excusez-moi. Je vais parler des voitures neuves, si vous voulez bien. Donc presque 4 millions de voitures avec une répartition, un équilibre entre l'import et l'export. Vous avez encore du transbordement? Oui. Vous avez des Océaniques qui vous déposent des voitures qui repartent en short-sea? Oui, absolument. Le balai les voitures neuves, c'est un balai de car carrier, mais c'est pas seulement ça. Et c'est ce qui fait, je crois, notre position de leader mondial. Nous sommes le premier port. C'est toute la valeur ajoutée que Zeebrugge et les opérateurs de Zeebrugge, des gros opérateurs que sont ICO, que sont Wallenius, Wilhelmsen, pour ne citer que cela, ou CLDN, ont tous des ateliers avec une forte expertise et valeur ajoutée. Dans ces ateliers, comme vous le voyez, nous faisons les inspections d'avant livraison, des travaux de peinture, de réparation, de nettoyage. Nous mettons des options de climatisation. C'est un peu du tailor-made. Et c'est, je crois, ce qui fait le succès, en plus de l'espace, du port de Zeebrugge. Nous avons la vocation envers Zeebrugge d'avoir un leadership sur la transition énergétique. Je ne vais pas développer ça à l'échelle du port, mais plus précisément pour Zeebrugge et l'activité de véhicules neufs, nous avons besoin d'espace, donc nous construisons de plus en plus de parkings surélevés avec des panneaux solaires. Nous nettoyons, nous utilisons de l'eau de pluie avec une force éolienne sur tous les parcs de voitures. Des carburants hybrides partout où c'est possible et des connexions électriques, des plots électriques sur la totalité des terminaux. Ça, c'est pour la voiture. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, du coup, voilà, là, on a à la fois les cartes des lignes voitures, mais on a aussi le système de roulier européen que vous avez au niveau de Zeebrugge et un petit peu d'Anvers. Ouais. Je voulais... cette carte, effectivement, montre la partie gauche, c'est la partie proprement short sea depuis Zeebrugge. J'y ai ajouté tous les services existants, des lignes régulières, des lignes de deep sea qui offrent des destinations jusque la Turquie ou la Grèce. Nous avons ici notamment un flottace. Je vois quelque chose. Nous avons notamment ici Flotas Suarduez, que vous connaissez bien, qui escale chez vous avant de venir à Zeebrugge. Enfin, merci. Notamment sur la dimension intermodale. Oui, alors, dimension intermodale, je ferai quelques chiffres. L'évacuation se fait par tous les modes que vous voyez là. Le ferroviaire représente environ 15% de l'évacuation, le fluvial 40%. Nous avons tout un réseau de pipes pour le GNL principalement, pour le méthanol, enfin tous les carburants qui de l'ordre d'environ 1000 km dans la partie portuaire. En chiffres, le rail représente 42 000 trains à l'année sur 80 destinations. Les barges, 49 000 barges. Pour la petite histoire, nous avons des connexions électriques sur 200 postes taquets pour le fluvial et plus de 3 millions de camions. Ce qui fait que ça justifierait, et on va sûrement en parler, de développer les autoroutes ferroviaires. Mais parce que Zeebrugge n'est pas forcément est sur la côte, mais la connectivité passe quand même par un système belge qui est très encombré. Oui. Est-ce qu'on peut faire des autoroutes ferroviaires? C'est plus facile, on va dire, dans les grandes hinterlands
d'Europe du Sud et Atlantique que forcément dans le range nord. Il y a des perspectives du point de vue de ces autoroutes ferroviaires. Encore une fois, on ne l'a pas dit, mais vous avez beaucoup de volume en non accompagné sur Zeebrugge, sur la Grande-Bretagne, on voit sur la carte. Est-ce qu'il y a une ambition aussi de ce transfert du point de vue je dirais, nos autoroutes ferroviaires, c'est effectivement le non accompagné. Sur le Royaume-Uni, nous avons plus de 20 départs jour sur le Royaume-Uni, avec pratiquement 99% de remorques non accompagnées. Nous n'avons pas de chauffeurs, nous n'avons pas cette problématique. Ce qui crée aussi beaucoup plus d'espace, environ 20% de plus sur les navires. Le principe, c'est le respect des fréquences et des transit times. Tous ces grands opérateurs s'engagent devant leurs clients à respecter les départs. Le navire moyennement rempli, 30%, 50%, le bateau part toujours. Nous allons aussi de plus en plus, les opérateurs vont de plus en plus vers des carburants hybrides, sachant que c'est l'avenir et que la clientèle recherche cette chaîne de transport verte. Donc non accompagné, je ne sais pas Après, non, mais il y a la question du transfert. Après, faut-il que le marché existe? Parce qu'on voit bien un marché turc sur le sud, on voit le marché espagnol, on va en parler après, le marché d'Europe de l'Est. Peut-être que le marché britannique ne mérite pas encore du non accompagné, même des solutions ferroviaires, mais on a vu que Via et Cargo Beamer sont à Calais peut-être pour faire autre chose. C'est peut-être pas la vocation de Zeebrugge de faire de l'autoroute ferroviaire européenne. Non, la vocation de Zeebrugge, c'est de développer tout ce réseau d'approche des ports du Royaume-Uni, mais pas seulement. Nous avons une régularité et des départs quotidiens sur la Scandinavie, sur les pays baltes. Et c'est plutôt vers ces axes-là que nos opérateurs se complaisent. Merci bien. Et s'investissent. Merci bien, monsieur. Merci. Vous êtes directeur des ventes Fret France et Benelux de Brittany Ferries. On est très content d'avoir un armateur avec nous, avec une solution. Évidemment, on va parler de votre marché naturel au départ, qui est la Manche, développement de l'Irlande. Où on en est un petit peu chez Brittany Ferries après 3 ans de Brexit, 4 ans, je ne sais plus, on doit être à 4 ans maintenant. 2021. Marché britannique, Irlande, beaucoup de concurrence. Et puis l'Espagne, île britannique, qui est aussi un des modes business. Faites-nous un petit tour d'horizon de ces marchés rouliers vus de Brittany Ferries. Avant de parler de Brittany Ferries, on peut faire un point global du transmanche aujourd'hui. Si on reprend les chiffres de 2019, le transmanche, donc c'est les ports français situés entre Roscoff et Dunkerque dans le nord, ces 8 ports représentaient parlez bien devant le micro. 4 200 000 camions. En 2023, c'était 3 500 000 camions, donc une baisse de 17%. Cette baisse est due à 2 événements majeurs. La première, qui est le Covid, que tout le monde a connu. Les chauffeurs étaient obligés de faire des tests et en sortie et en entrée de territoire, ce qui a énormément compliqué les échanges. Et le deuxième effet, qui a été, lui, beaucoup plus important, c'est le Brexit. Le Brexit a ralenti la consommation au UK, a ralenti tout ce qui pouvait être échange et a aussi beaucoup impacté pour tout ce qui était répartition des flux. Bon, c'était toujours majoritairement à la montée, sauf que ça a accentué ça avec un nombre de retours à vide aujourd'hui qui est beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, si on parle du global, sur ces 3 500 000, 96% est fait dans le nord, entre Calais et Dunkerque vers Douvres, 61% par les ferries, 35% par Getlink, Eurotunnel, et 4% sur la Manche Ouest, où est située Brittany Ferries. Alors, qui est Brittany Ferries aujourd'hui? Si on replante un petit peu, Brittany Ferries est un acteur breton, créé en Bretagne par Alexis Gourvenec. À ce jour, on utilise du RoPax, c'est-à-dire qu'on transporte du passager et des camions, alors que la majorité était le camion, enfin le fret à l'époque. Aujourd'hui, on est uniquement, en grande partie sur le passager, à savoir 80% du business et le passager et 20% fret. On peut ajouter aussi qu'on est premier employeur de marins français aujourd'hui, ce qui avec 3500 personnes et 2700 marins.
La répartition aujourd'hui, bon, c'est beaucoup sur le transmanche. On fait à peu près 100 000 camions sur le transmanche. Par contre, depuis de nombreuses années, on a commencé ce qu'on appelle les lignes longues, donc des lignes qui vont d'Espagne directement vers l'Angleterre. Ça a commencé petit. Aujourd'hui, on a 6 départs par semaine, ce qui représente 45 000 camions. Et sur ces 45 000 camions, on en a plus de 60% qui sont du non accompagné. On en parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça se développe énormément sur les lignes longues. On a aussi mis en place, juste avant le Brexit, on a saisi cette opportunité, les départs vers l'Irlande, donc au départ vers Cork, qui est beaucoup plus à l'ouest, et aujourd'hui vers Rosslare, qui est un port, un petit hub au sud de Dublin. Bon, juste une parenthèse de marché, on sait que l'Angleterre, l'inflation, l'économie est pas... On parle même plus de Brexit, hein, on parle de comment ça tourne du point de vue marché britannique. On ne va pas parler du dumping social et de la Manche, c'est un autre problème, mais en tout cas, quels sont les volumes? Et l'îlot de prospérité irlandaise, d'un côté irlandais, vous êtes beaucoup sur le marché, on a vu des FDS de Calais, de Dunkerque, pardon, on a vu Cobel Fret évidemment de Zeebrugge, vous-même, Irish Ferry, Stena aussi un peu... Comment il va ce marché irlandais, marché britannique et marché irlandais? Alors le marché irlandais se porte plutôt bien puisqu'il n'a pas été impacté par le Brexit. Il n'y a aucune opération douanière aujourd'hui à faire quand on vient d'Irlande. Il y a eu un report qui a été fait justement ces lignes en direct vers l'Irlande. Le marché irlandais a toujours été important, sauf que les opérateurs utilisaient ce qu'on appelle le land bridge, c'est-à-dire qu'ils partaient d'Irlande, passaient par le Royaume-Uni pour arriver sur le continent. Les opérations douanières ont quand même, sanitaires et phytosanitaires, il faut le rappeler, ont quand même perturbé ça, ce qui fait que le développement des lignes en direct a été multiplié, enfin sur les opérateurs Zeebrugge aujourd'hui, au départ de Dunkerque, vous avez un gros hub à Cherbourg avec Stena Line à Irish Ferries, donc qui s'est développé. Les volumes ont été multipliés par 3,5 depuis 2019. Dans tout ça, Brittany Ferries s'est renforcé sur Cherbourg, sur Le Havre un petit peu, mais est revenu un peu plus sur Cherbourg avec aujourd'hui 2 départs par semaine, et a surtout créé un départ en ligne longue, donc d'Espagne, pour arriver en Irlande, qui a fortement progressé, puisqu'on est à plus de 3 fois le nombre de véhicules fret depuis le lancement. Et là, la répartition non accompagnée sur vos remorques hispano-britanniques? Alors sur la France vers l'Angleterre, on est à 20%. Sur hispano-britannique, on est un petit peu moins que sur Espagne-Angleterre. On est autour de 45%. On n'a pas de pur fretteur sur nos 11 navires. On n'a qu'un pur fretteur qui fait Espagne-Angleterre, Bilbao Pool. Et on n'a pas de pur fretteur aujourd'hui sur cette ligne-là. Ce qui fait que le développement du non accompagné, qui requiert des places spécifiques, est un peu plus compliqué. Mais c'est une question de culture, c'est une question d'adaptation. Pour être honnête, j'ai discuté avec, je connais bien la maison, hein, l'arrivée de Seatruck, Cobel Fret sur des marchés hispano-britanniques qui peut poser des questions avec une technicité qui sont les groupes Cobel Fret qui a quand même l'habitude. Comment chez Brittany, après on parlera de l'autoroute ferroviaire qui est un autre... Il y a quelque chose à faire sur ce non accompagné, il faut des logisticiens, il faut des partenaires, il faut des... Au jour d'aujourd'hui, c'est des très gros opérateurs. C'est-à-dire que pour faire du non accompagné, la première chose, c'est du trafic régulier, donc d'un point A à un point B, et c'est surtout une logistique avec des remorques. On dit souvent que pour un transport, il faut 3 remorques, une de chaque côté et une sur le bateau. Ce qui fait qu'on augmente son parc, mais on le fait avec moins de conducteurs. Donc, pour ne pas citer un très grand faiseur, entre guillemets, sur nos lignes aujourd'hui, LKW Walter, au départ d'Espagne, ils font près de 15 000 camions avec nous tous les ans. Donc, ils ont ce système, ils ont leurs remorques, ils savent comment fonctionner, ils ont des conducteurs de chaque côté, en Espagne et en Angleterre, ce qui leur permet beaucoup plus facilement de capter ces trafics et d'avoir cette régularité. Et les tomates andalouses, qu'est-ce qu'elles font comme route? Elles vont dans un port de la côte nord espagnole, elles montent à Cherbourg ou elles montent à Calais? Parce qu'il y a quand même ces frigos espagnols qui vont vers la Grande-Bretagne. Il y a les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le froid utilise un petit peu les lignes longues, mais pas beaucoup.
Donc on voit des grands groupes comme Masso, par exemple, en Espagne, qui utilisent nos lignes sur Cherbourg, sur Caen ou sur Le Havre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait 4% du trafic, donc on ne peut pas tout capter aussi. Donc c'est une répartition entre les différentes lignes. Il est sûr que si vous allez aujourd'hui sur l'ouest de l'Angleterre, nos lignes vont être bien plus intéressantes. Si vous allez sur l'est, le détroit le devient. Et vous avez du marché portugais aussi pourquoi je vous le dis? Parce que dans l'autoroute Montoir-Vigo, on avait découvert les Portugais, parce qu'on est preuve que les experts ne pouvaient pas le savoir, mais on a un gros gisement portugais, de l'épicerie, ce qui est d'ailleurs difficile à quantifier. Est-ce que vous avez aussi ce type de marchandises? On en a. Ça reste une petite partie par rapport à l'Espagne aujourd'hui. C'est un marché qu'on essaye de développer. C'est pareil, il est détenu par des gros opérateurs. Donc qui font soit des lignes directes par des ports qui sont beaucoup plus près de chez eux, ou soit directement en transmanche. Ce n'est pas forcément des gros utilisateurs des lignes longues. Du coup, une question des réflexions sur le Maroc, sur le Portugal. Alors, Grande-Bretagne ou Europe continentale, mais est-ce que c'est des choses qu'il faut réfléchir sur l'avenir d'un groupe qui s'est quand même construit sur l'Atlantique et pas simplement sur le transmanche? C'est quelque chose qu'on essaye beaucoup de développer. Après, tout est une histoire, on va dire, de schéma de transport. Effectivement, par rapport aux autoroutes du Nord qui ont un départ toutes les demi-heures, nous, au mieux, on a un départ toutes les 7 heures. Donc c'est vrai que quand vous arrivez, quand vous ne savez pas à Algeciras à quelle heure vous allez forcément arriver, il est beaucoup plus compliqué de pouvoir prévoir quand est-ce qu'on va arriver à Ouistreham. Donc dans ces cas-là, effectivement, le Nord est beaucoup plus attractif puisque vous avez des départs très récurrents. Alors, avant qu'on parle d'autoroute ferroviaire, je rappelle à ceux que ça intéresse d'aller voir le rapport de DFDS sur leur trafic et rappeler, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en Europe du Nord, il y a des fonds de cale industriels, automobiles, papier, éventuellement produits métallurgiques, que nous n'avons pas sur l'Europe du Sud, ce qui permet souvent d'avoir des services justement à forte densité, ce qui ramène souvent les marchés méditerranéens ou atlantiques que sur du transitaire ou des transporteurs routiers. Ce qui pose une question du fond de cale, qui est un vieux dossier pour les lignes. Du coup, votre prochain service ferroviaire, alors Mougères, qui est à côté de Bayonne, il faut regarder sur map pour savoir où c'est. Cherbourg, quel est l'objectif? Comment vous construisez les choses avec vos différents partenaires? Alors, le premier objectif, qu'est-ce qui nous a amené justement à cette réflexion il y a quelques années, puisque c'est un projet de longue haleine. La première, c'est notre expertise que l'on a sur l'Espagne vers l'Angleterre. C'est-à-dire qu'on a cette expertise-là aujourd'hui qui nous permet de voir le potentiel qu'il peut y avoir du sud de France ou d'Espagne vers l'Angleterre ou l'Irlande. On utilise des ferries. Le golfe de Gascogne n'est pas forcément une mer facile, la mer d'Irlande non plus, donc c'est vrai qu'on peut avoir certaines annulations. Sur ces annulations-là, c'est toujours compliqué de pouvoir reporter ce trafic. On espère que le train, avec un départ hebdomadaire, puisque c'est ce qui est prévu à partir du premier trimestre 2025, va pouvoir mettre ça en place. Enfin, va pouvoir permettre de pouvoir développer ce trafic. Il faut savoir qu'on avait commencé déjà la décarbonation avant, puisqu'on a 2 ferries qui nous ont rejoints ces 3 dernières années, qui sont GNL, donc qui sont sur l'Irlande et sur l'Espagne, donc qui nous permettent déjà de décarboner un petit peu. Et le ferroviaire aujourd'hui est le moyen sur des longues distances, même avec une locomotive diesel aujourd'hui, de pouvoir décarboner. Du coup, Modalor, c'est ça, vous achetez des wagons, comment la tambouille, entre guillemets? On en parlait tout à l'heure, le système Modalor est le système aujourd'hui qui, déjà est le plus bas. Il passe sous les ponts, pas tous, puisqu'il y a des infrastructures à modifier pour le faire. Il a le gros avantage de ne pas être préhensible, donc on peut charger en horizontal facilement avec ce qu'on appelle des tugmasters, donc des tracteurs portuaires beaucoup utilisés sur les ports ou dans les stations ferroviaires. Donc c'est rapide, ça permet de ne pas utiliser soit des remorques, soit des mafis
donc pour pouvoir transporter des containers ou autres. Et donc c'est le système français, il faut le rappeler, déjà le plus rapide en chargement-déchargement, sans avoir besoin, on va dire, de risk takers, qui sont des appareils qui coûtent relativement cher aujourd'hui et qui sont beaucoup plus compliqués à rentabiliser. Donc on aura 21 wagons, 42, les 21 poches nous permettront de transporter 42 remorques, avec des délais qui sont très corrects, puisqu'on sera en jour A au départ de Mouguer à Bayonne pour arriver à Cherbourg en jour B, pour arriver à Poole en jour B aussi, et pour arriver en Irlande en jour C. Du coup, par curiosité, l'itinéraire, après on monte sur Tours et c'est loin la Normandie. Alors, c'est très loin la Normandie. Les sillons sont à réserver longtemps à l'avance. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Quand on voit les schémas de sillons, c'est quelque chose qui est assez compliqué à lire. On va avoir 3 itinéraires. Un itinéraire où on sera au maximum électrifié, parce que le but, même si avec du diesel, on décarbone déjà un petit peu, c'est de continuer cette décarbonation. Mais les infrastructures ne nous permettent pas aujourd'hui de passer, notamment sur 3 ponts, le train. Donc on va avoir un premier itinéraire alternatif jusqu'à juin 2025, un deuxième jusqu'à fin 2025, début 2026, et l'itinéraire final, donc, qui pourra permettre de remonter quasiment le plus droit possible. Et pour terminer, pour aller de l'avant, est-ce qu'en 2030, on peut imaginer d'autres réseaux, on peut imaginer d'autres systèmes, que ce soit sur Le Havre ou Cherbourg, pour mettre les îles britanniques avec des connexions longues, enfin ce qu'on fait sur Calais, mais en autant le... Voilà, il y a plein d'autres réseaux, on en parlait tout à l'heure au départ du port de Sète, qui vont vers Calais. Je pense qu'il y a énormément à faire. Via a énormément, on va dire, travaillé sur l'Espagne vers le nord, que ce soit Bétambourg ou Calais. Donc, il y a sûrement des choses à faire, il y a beaucoup de dossiers à préparer. C'est des longs dossiers, ça ne se met pas en place comme ça. Les réservations des sillons ou autres restent compliquées. Donc je pense que le non accompagné, de toute façon, c'est le transport de l'avenir. On en parlait tout à l'heure, le nombre de conducteurs est vraiment a diminué énormément. Le remplacement n'est pas là. Ce qui fait qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir tracter ces remorques sur les longues distances avec des systèmes différents. Merci bien. Monsieur Sherman, vous êtes coordinateur multimodal de groupe Charles-André, donc on peut passer à l'opérateur. Vous êtes un groupe multi-actif à la fois dans les business, puisqu'il y a l'automobile, les remorques, enfin les colis, le combiné. Et vous avez plusieurs entreprises. Pouvez-vous nous faire un espèce de panorama d'abord du groupe Charles-André en lien avec le maritime aujourd'hui ? En tous les cas, je vais essayer. Alors le groupe Charles-André, c'est un groupe qui est né en 1932. C'était à l'origine un transporteur de pétrole, un transporteur d'énergie, transporteur routier d'énergie, situé en Ardèche. Aujourd'hui, on en est à la 4e génération. Je dis 4e génération parce que notre présidente aujourd'hui, Delphine André, et ses enfants intègrent l'entreprise pour participer à la direction et à la stratégie de nos activités. Aujourd'hui, on est un groupe, j'ai quelques éléments en tête, quelques chiffres en tête, 10 000 collaborateurs. En 2023, on doit être à 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de filiales parce qu'on est très structuré en filiales, avec diverses activités. Et pour rapidement faire un tour d'horizon, ce que vous me demandiez, aujourd'hui, plusieurs divisions. Donc, la division historique qu'on appelle VRAC Distribution, donc le fameux transport d'énergie, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on transporte tout type de marchandises. Une division aujourd'hui importante qui est la logistique automobile, dont on a parlé tout à l'heure avec le port de Sète et nos activités sur le port de Sète. On a une activité de logistique industrielle, donc ça peut être du packaging, ça peut être l'accompagnement d'industriels autour des activités logistiques. On a une activité de lavage, parce qu'à partir du moment où on fait du transport de citernes, du transport de marchandises dangereuses, forcément il faut laver les citernes en question. Donc on a une activité qui est relativement importante autour de ça. Et puis surtout, on a une activité historique, alors qui a beaucoup grandi à partir de 2013 au gré
de croissance externe, c'est le transport combiné et donc l'offre multimodale. Aujourd'hui, voilà, pour faire rapidement, cette division transport combiné, elle regroupe deux entreprises principales. La première, c'est Novatrans, qui est un des opérateurs de transport combiné en France. Et puis, vous avez Green Modal, qui est plutôt positionné sur les barges, sur le fluvial, et donc qui exploite un service fluvial. Il y a 11 barges aujourd'hui exploitées par la société Green Modal. Voilà. Là, vous avez une vision assez claire de ce qu'est l'entreprise, enfin le groupe Charles André aujourd'hui. Voilà. Après, on peut rentrer dans le détail plus ou moins. On parlait tout à l'heure autoroute ferroviaire, on parlait solutions, implantation sur les ports. Mais je vais commencer par les véhicules neufs. Aujourd'hui, il y a la manutention. Vous avez quelques sociétés de manutention. Et après, il y a la logistique. Comment c'est les business, en gros, de groupe Charles André au niveau de l'automobile dans les ports français? Alors, pas que dans les ports français. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Charles André, c'est un logisticien de l'automobile. Donc, on offre une prestation de service aux constructeurs. En gros, on prend les véhicules à la sortie de l'usine et on les amène dans les garages. Et là, vous avez le panel complet. Donc, ça peut sembler simple. C'est relativement complexe parce que des automobiles, il faut les transporter, il faut les stocker, il faut les préparer. Et éventuellement, il faut les équiper. Parce qu'entre ce qui sort de l'usine et ce qui arrive en concession, il y a un monde et il y a tout un schéma logistique. Donc c'est surtout ce panel-là qu'on opère. Sur l'Europe, bien évidemment, parce que je parlais tout à l'heure des 100 filiales, on est présent dans 15 pays. Et donc on est présent sur l'Europe, hein, c'est au gré des implantations d'usines automobiles. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, on est présent sur les ports. Aujourd'hui, la division automobile, elle comporte des plateformes, donc des zones de stockage sur lesquelles on va concentrer les volumes de l'automobile qui sortent des usines et puis assurer la distribution, les préparations dont je parlais tout à l'heure. Un petit point qui me semble important, c'est que chacune de ces plateformes aujourd'hui, quasiment chacune de ces plateformes est embranchée. Donc ça veut dire qu'on dispose de capacités demain à traiter du ferroviaire sur ces plateformes et donc faire coïncider le mode routier, le mode ferroviaire pour servir au mieux les attentes de nos clients industriels. Sur les stockages automobiles, je connais un peu les questions à Pinet de Bassin Est, on en a parlé à 7, on en parle beaucoup trop de voitures, le bord à quai, c'est pas fait pour du stockage. Comment vous voyez cet étalement, on va dire, de la logistique et du stockage des véhicules neufs à l'intérieur de l'espace français, pour parler de lui? Tout à l'heure, on parlait de navires rouliers, le fait que de plus en plus, on allait avoir, qu'on avait déjà une logistique automobile sortie d'usine qui arrivait par bateau. Le bateau, par essence, c'est des volumes massifiés. Donc on se retrouve avec une problématique effectivement d'afflux important de véhicules sur une zone. Les très gros bateaux aujourd'hui automobiles, c'est jusqu'à 6 000, peut-être même 7 000 véhicules. Il y a des spécialistes dans la salle qui contrôleront. Les navires rouliers qu'on exploite, c'est rapidement 1 000 véhicules, 2 000 véhicules. Ces volumes-là, il faut les traiter. Il y a aujourd'hui effectivement une problématique de capacité dans les ports, de se dire on a un afflux de véhicules qu'il va falloir stocker, préparer, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc une des hypothèses, une des solutions pour nous, c'est de dire le ferroviaire est en capacité de créer un relais vers des zones de stockage déportées, agrandir un petit peu les interlandes des ports en tant que tels, et par ce biais-là, alors oui, c'est de la rupture de charge, oui, c'est des contraintes, oui, c'est une exploitation technique complexe, mais nous, logisticiens, on doit être en mesure de connecter ces modes-là et d'offrir cette solution-là. Et le groupe Charles André, mais d'autres acteurs que le groupe Charles André, on a cette vocation-là, on veut être des logisticiens et des acteurs d'une chaîne globale et offrir le meilleur service. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Tout à fait. Du coup, sur les remorques, sur ce qu'on a parlé d'intermodalité ferroviaire, où vous en êtes? Évidemment, on a parlé de Novatrans, qui est plutôt du combiné. Chez Green Modal, on est plutôt sur du conteneur. Qu'est-ce que vous voyez sur ces problématiques d'autoroute ferroviaire étant un grand acteur de l'intermodalité française? Alors, je pense que plusieurs modèles, plusieurs solutions coexistent et elles doivent continuer à coexister. J'en parlais tout à l'heure d'autoroute ferroviaire. Qu'est-ce qu'on entend par autoroute ferroviaire? Effectivement, il y a le modèle Modalor, il y a le modèle Cargo Beamer avec les fameuses autoroutes ferroviaires avec en gros du chargement à plat. Mais le transport combiné, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui,
Il y a des chantiers de transport combiné qui existent. Brittany Ferry parlait tout à l'heure de développer son offre au départ de Mougère. À Mougère, Novatrans dispose d'un chantier de transport combiné. Et aujourd'hui, en transport combiné, on fait du P400, donc de la remorque routière qui est chargée sur wagon surbaissé. On fait potentiellement, alors peut-être pour l'anecdote ou l'histoire, ce qui est quand même important, je prends l'exemple de Novatrans et de la division automobile du groupe Charles-André. Aujourd'hui, Novatrans exploite dans son plan de transport un axe au départ de Dourges, donc dans le nord de la France, du côté de Lens, à destination de Saint-Priest, à côté de Lyon. Cet axe, il est historique, 5 circulations par semaine qui transportent des caisses mobiles, en fait des UTI, unités de transport intermodal, et des semi-remorques P400. La problématique du combiné aujourd'hui en France, c'est de trouver de la fréquence. C'est-à-dire que vous installez des moyens ferroviaires, vous mettez en place une entreprise ferroviaire avec une locomotive, des opérateurs, et tout l'enjeu, c'est de saturer votre plan de chargement et de saturer vos circulations et de circuler 5 jours par semaine dans les deux sens en charge. Cette contrainte-là, c'est le facteur limitant principal du développement du modèle ferroviaire en France. Parce que voilà, aujourd'hui, oui, le report modal, tout le monde en parle, tout le monde veut en faire, mais globalement, c'est complexe à mettre en place, c'est complexe à développer. Pour garantir cette cadence, cette fréquence de circulation, ce que le groupe Charles-André a réussi à faire, c'est additionner à ce volume transport combiné des automobiles. Donc en fait, 2 fois par semaine sur cet axe-là, on transporte des caisses mobiles, mais également des unités de transport intermodal, mais également des véhicules automobiles. Et ça, c'est de nature à massifier les flux, à saturer l'organisation et à la faire fonctionner mieux. Voilà. Est-ce qu'on peut attendre, on sait qu'il y a Via filiale SNCF, mon Cargo Beamer est sur une niche sur Calais. Est-ce qu'on peut attendre du groupe Charles-André justement d'avoir d'autres solutions? Alors intermodalité, hein, je rappelle le bassin breton vers les camions, il y a aussi de l'intra. Il y a du roulier européen. Est-ce qu'il y a des choses encore, enfin il y a forcément des choses à faire. Est-ce que c'est dans les schémas de vision de mieux drainer le territoire national pour cette intermodalité? On n'est pas un grand pays d'intermodalité hein, comparé aux autres, donc il y a beaucoup à faire. Alors, effectivement, il y a beaucoup à faire. Je ne sais pas si j'ai mandat pour parler de la stratégie de moyen ou long terme du groupe Charles-André, je ne pense pas. Par contre, on est déjà acteur de ce modèle-là. Je parlais tout à l'heure du combiné. On travaille tous ensemble autour de la table. On parlait tout à l'heure de Sète, on parle de Mougère. On a déjà des schémas logistiques qui sont... alors, on est certes parfois concurrents, on est certes parfois mais globalement, on travaille tous à ces modèles-là, à l'architecture de modèles logistiques. Et on le fait tous ensemble. Et oui, le groupe Charles-André a vocation à poursuivre son développement, à continuer à innover dans les schémas. Voilà, aujourd'hui, nous sommes propriétaires de wagons pour l'activité combinée. Nous allons être propriétaires de wagons pour l'activité automobile. Et demain, sans doute, acteurs de la traction ferroviaire. Donc oui, ce sont des schémas qu'aujourd'hui on développe, qu'on a vocation à développer au départ des ports, et faire grandir les interlands dont je parlais tout à l'heure. C'est complètement dans l'ADN du groupe. Et ma dernière question avant de poser à Louis, c'est... il y a beaucoup le Boracay. Là, on a Sète qui nous propose du Boracay, Montoire qui est capable. D'un côté, chez vous, on était plutôt sur du rétroportuaire. Je pense à Miramas. Des fois, on est un peu loin. Est-ce que le brouettage est pénalisant ou à un moment, justement, on peut retrouver une économie d'échelle sur les volumes chez vous qui gomme un peu l'effet du brouettage? L'économie d'échelle, je ne sais pas, parce que sinon, tout le monde va me proposer des schémas. Ce que je sais dire aujourd'hui, enfin, ce que le groupe Charles-André sait produire aujourd'hui, mais comme d'autres acteurs, mais tout particulièrement le groupe Charles-André, parce qu'on dispose de tous les outils de la chaîne. Oui, bien évidemment, nous, ce qu'on envisage, on parlait de massification tout à l'heure, donc il y a des trains, il y a des bateaux, il y a des barges éventuellement, mais il y a toujours la solution routière. Enfin, c'est notre ADN, c'est notre core business. Donc bien sûr que le camion répondra toujours à ce besoin-là. Et demain, envisager des camions dans un schéma capillaire de desserte, de jonction avec les ports, les hinterlands élargis, bien évidemment que le camion a toute sa place à prendre dans ces schémas-là. Merci bien. Louise Rouin, vous êtes déléguée des affaires maritimes de TLF Overseas. Vous allez nous parler un petit peu de cette vision des transitaires et des chargeurs. Un peu, c'est quoi le business roulier vu de votre vision justement de TLF et vos membres principaux chargeurs, souvent sur les lignes et avec toutes les
la multiplicité des acteurs. Alors nous, donc en tant que TLF Overseas, on représente tous les organisateurs de transports internationaux. On est présent à la fois sur l'aérien, le maritime et beaucoup la douane, avec des représentants en douane enregistrés. Donc je dirais que notre core business, c'est quand même le conteneur, mais que le roulier, ça représente au même titre que le projet cargo, une niche qui est très intéressante, à la fois pour les acteurs plutôt situés en Méditerranée. Donc nous, on travaille beaucoup avec le syndicat des transitaires de Marseille sur le short sea. Et c'est aussi, donc, voilà, le roulier, c'est à la fois le short sea sur la Med, la Transmanche, et également un vecteur de compétitivité pour le projet de cargo sur le deep sea. Donc on a pas mal d'adhérents qui sont présents sur le transatlantique, sur à la fois du car carrier et finalement ça peut être aussi à la fois un vecteur de décarbonation parce que nous on passe aussi beaucoup de flux, en tout cas chez des gros adhérents, par la route, et à la fois ça peut être une manière de rebondir lorsqu'il y a des perturbations des chaînes logistiques sur le conteneur. Est-ce que vos adhérents sont conscients que le roulier n'est pas le camion ? Je vais dire une formule, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le tout camion. L'intérêt du roulier, c'est la démonstration qu'on essaie de faire cet après-midi. C'est de l'intermodalité, c'est de la solution environnementale. Ça peut être de la rapidité. Il y a un coût forcément, qui n'est pas celui du conteneur, mais qu'on peut aussi s'inscrire dans des chaînes modernes de transport avec le roulier, qui est finalement un contenant avec des roues et n'est pas un ensemble routier avec un chauffeur qui pollue sur les anneaux autoroutiers des grandes villes. Oui, clairement oui, parce que derrière nous on essaie de massifier, on essaie de faire du shorty, du train et du fluvial au niveau des territoires français. Et le transport roulier, en tout cas sur la Turquie, le Maroc et voilà, tout l'axe Méditerranée, c'est une manière de gagner du transit time. C'est une manière aussi, en tout cas c'était un des témoignages sur la Turquie, d'éviter le transport aérien. Donc en fait c'est une manière de décarboner les flux logistiques de nos clients. Et derrière on va avoir un transit time très intéressant même par rapport aux conteneurs sur certaines marchandises. Donc on est à des transit time assez courts, 5 jours sur la Turquie, 36 heures sur le Maroc. Voilà, c'est effectivement je pense un segment qui va se développer, à la fois parce qu'il y aura des réglementations sur l'aérien et aussi parce qu'on sait aussi qu'il y aura des réglementations sur le transport routier. Donc forcément, c'est peut-être un secteur qui va être amené à se développer à l'avenir. La contrainte environnementale des chargeurs, le RSE versus leurs prestataires de services, le roulier, vous sentez que c'est quelque chose qu'on peut aussi décarbonation. Alors on a parlé de bateaux avec des nouveaux carburants, demain on aura Neoline, on voit avec du Vélic. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, encore une fois, pour ne pas sortir du tout camion, le roulier n'est pas le tout camion, est-ce que c'est vendable environnementalement aux chargeurs vu des transitaires ? En fait, je dirais que oui. Après, il y a quand même une contrainte sur le roulier, c'est que sur les Carbon Intensity Indicators qui ont été mis en place par l'OMI, on a quand même un sujet de décarbonation de la flotte très importante, parce que contrairement à la filière conteneur, c'est quand même plutôt, pour l'instant, mal noté. On a beaucoup de navires qui sont en E, F et G, mais il y a des solutions qui se développent. Je pense que voilà, c'est vraiment sur des trajets importants. C'est encore une fois pas toutes les marchandises. Nous, ce qu'on observe, c'est que c'est des marchandises qui sont très similaires à ce qui est transporté en aérien. Et on ne peut pas proposer ça à tous les clients parce qu'évidemment, c'est pas aussi compétitif parfois que le conteneur sur certains trajets. Mais effectivement, c'est des choses qu'on regarde. Et puis, il y a tous les sujets aussi de pouvoir faire du non accompagné. Donc derrière, il y a aussi des solutions ferroviaires à développer. Et voilà, on y travaille. Après, c'est tout un schéma logistique à remettre en place. Donc, Oui, parce que ça revient aussi sur une question qui a été évoquée à Zeebrugge, c'est-à-dire la non-tradition française, je cherche mes mots en même temps. L'inhabitude, on va dire, de faire du non-accompagné vient aussi du tout-camion parce que les transitaires étaient aussi prestataires de services de transport routier et qu'il ne fallait pas tuer
une partie du cœur de business. C'est la différence avec le tissu européen qui était plus en nom d'un compagnie. Alors pour rappel, pour la Grande-Bretagne, il y avait quand même la question des chauffeurs et qu'on ne voulait pas on voulait pas balancer des chauffeurs britanniques en Europe. Mais il faut aussi une culture du non accompagné chez les grands transitaires et les grands logisticiens français qu'il faut mettre en place. Après, nous, on y travaille sur l'intermodalité. C'est vrai que c'est pas dans la culture française, mais encore une fois, c'est aussi, comme le rappelait le groupe Charles-André, une question de fréquence en fait. Bon, ça, moi, je connais plutôt la partie conteneur là-dessus, mais ce qu'on observe aussi, c'est que pour proposer une solution compétitive aux clients, évidemment, sur le transport massifié, il ne faut pas proposer un départ par semaine. Nous, là, on en discute beaucoup avec des adhérents, c'est de dire finalement, on aurait presque besoin de lignes de bus au départ de tous les ports français. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas systématiquement. On a vraiment un travail à faire sur le service aussi au mode massifié, sur les terminaux maritimes. Bon, ça, c'est plutôt la partie conteneur. Mais c'est à la fois une question de culture, de pédagogie, mais aussi de fréquence et de qualité de service. C'est important de rappeler cette notion de fréquence et de propreté des navires. On est dans des flottes ro-ro des fois qui ont pas mal vieilli. La question du renouvellement. Alors, vous avez de la chance, vous savez, d'avoir récupéré des navires qui n'étaient pas fourvoux en Méditerranée, puisqu'au départ, c'était des grands rouliers pour l'Europe du Nord, mais qui ont permis, on l'a dit, une économie d'échelle. On l'a dit aussi avec des navires innovants GNL pour Brittany Ferries, mais il faut encore renouveler cette flotte, justement, pour avoir et des navires propres et de la fréquence et des chargeurs. Sans tomber, pour faire un peu cette conclusion, merci Louise, c'était aussi de dire, voilà, c'est un marché qui est compliqué du point de vue du roulier. Il faut qu'il y ait de l'offre et la demande. On sait qu'on a des contraintes environnementales, on sait qu'on a de l'intermodalité, mais il faut aussi des chargeurs et du volume. Donc j'espère que cet après-midi, qui a été un peu long, je vous avais promis 1h30, on est pile à 1h30. On avait 6 participants, je vous remercie. Pour moi, c'était très intéressant, mais je suis un passionné du roulier, donc j'espère que aussi pour notre assistante, ça aura été pour ce premier panorama roulier au Shipping Days. Merci bien et bonne fin d'après-midi au salon.